Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à travers le monde sur YouTube et sur sangoyacongo.com. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, vous l'exprimez à travers vos sondages. Des duplex, des réactions. La RTVS 1 vous informe toutes les heures, pendant toute la journée. Soyez les mieux informés, soyez les premiers à savoir. Tous les sujets d'actualité traités avec impartialité. Ici, opposition, majorité, société civile bénéficient d'un même traitement. Vous voulez des vraies informations? Alors, ne ratez plus nos éditions d'info. Ce sourire, en tout cas, c'est Adam qui est juste à mes côtés, qui m'a raconté une histoire, alors ça m'a fait rire. Voilà, Adam Chemissi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On vient de suivre tout à l'heure. Tous les téléspectateurs de la RTVS 1, la télé démocratique. On vient de suivre tout à l'heure les reportages avec Adolphe Muzito. Est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle qu'Adolphe Muzito a joué dans le cadre de la stabilité du cadre macroéconomique? Adolphe Muzito, il faut le dire, c'est un ancien Premier ministre et qui a marqué son histoire, qui a marqué l'histoire de ce pays. Parce que c'est lui qui a permis à la RDC de pouvoir aujourd'hui bénéficier de l'effacement de la dette. Une dette colossale, une dette... Elle était de combien environ? Une dette de près de 10 milliards de dollars. De près de 10 milliards de dollars, une dette enregistrée au fil des années et qui pesait sur le coût du gouvernement congolais et sur le coût de toute la population congolaise. Parce qu'il fallait chaque année à l'État congolais de pouvoir payer cette dette, rembourser la dette, avec difficulté de pouvoir avoir accès à certaines possibilités et opportunités avec la communauté internationale. Et on conditionnait l'aide à la RDC, on conditionnait l'apport de la communauté internationale par rapport à l'effacement de cette dette. Et Adolphe Muzito a permis à l'État congolais, dans le cadre de l'initiative PPTE, donc pays pauvres très endettés, de pouvoir effacer cette dette. Alors, après l'effacement de cette dette, il y a eu une grande ouverture. L'État peut aujourd'hui commencer à faire des économies parce que lorsque vous avez 10 milliards, près de 10 milliards de dollars de dettes qui s'en vont... C'est quand même énorme. Hein? C'est quand même énorme et c'est Adolphe Muzito qui a permis à l'État congolais de pouvoir faire, en tout cas, de voir cette dette-là être effacée. Alors, dans l'actif d'Adolphe Muzito aussi, il y a la conclusion du programme économique du gouvernement, le PEG, comme on l'appelle. Sous Muzito, il n'y a jamais eu interruption du PEG. Vous vous rendez compte? Il n'y a jamais eu interruption du PEG. Muzito a respecté les conditions posées par les institutions financières internationales, le FMI notamment spécialement. Le FMI plutôt, excusez-moi. Spécialement. Et il a conclu tous les programmes économiques avec le Fonds monétaire sans pourtant qu'il ne soit recalé. Parce que si vous ne remplissez pas les conditions, vous allez être recalé. Avec Adolphe Muzito, il y a eu également la hausse de ce qu'on appelle le taux de croissance. Ça n'a pas commencé aujourd'hui avec Matata Pogno. Il faut savoir où les choses ont démarré. Ça n'a pas commencé avec Matata Pogno, ça a commencé avec Adolphe Muzito, qui a pris également la relève de Antoine Gizenga, qui a commencé à poser les bases d'un développement économique, de la hausse de la croissance économique. Et lorsque Muzito a pris les rênes, il est allé dans le même sens, le taux de croissance est allé grandissant au fil des jours. Donc ce sont des choses qui font partie de l'histoire et dont on ne doit pas oublier. Voilà, Adam Chemissi, la stabilité aussi, c'est la révision constitutionnelle, on en parle. La majorité aujourd'hui donne presque sa position parce que d'aucuns soutiennent le changement carrément de la Constitution, ce qui va aboutir à la révision de certains articles, ce qui pourra permettre à la CENI de changer aussi le mode de scrutin du direct à l'indirect. En tant qu'analyste maison, comment entrevoyez-vous cela? Déjà, moi je dirais franchement et clairement, c'est dommage qu'aujourd'hui on voit effectivement le débat tourner toujours autour de la révision constitutionnelle, alors que le Congo n'a pas que ça comme réalité. Vous avez des problèmes de chômage encore dans ce pays, vous avez le problème d'emploi dans ce pays, vous avez le problème de la faim dans ce pays, où il y a la misère, il y a la pauvreté, il y a des problèmes de courant électrique, de l'eau. Alors, on voit le débat, un débat qui ne se cramponne qu'à la Constitution, au changement ou non de la Constitution, à l'article 220, etc. C'est assez malheureux. Bon, puisque nous y sommes, on va quand même en parler. Oui. Madame Anita Luamboa, aujourd'hui, ce que moi je déplore en tant qu'analyste, c'est un peu le message qui est lancé effectivement à l'endroit, évidemment, de la population congolaise. Ce message se croit en théorie. C'est de dire que la majorité veut changer la Constitution. Or, parfois,
la majorité, même si elle veut changer seulement un article de la Constitution, au sein de l'opposition, le message qui est véhiculé, c'est que la majorité veut changer la Constitution. Or, au sein de cette Constitution, vous avez des articles qui sont verrouillés. Vous avez le fameux article 220, intangible selon le législateur qui a rédigé cette Constitution, qui ne doit pas changer. Cet article, surtout, qui s'attelle à expliquer, à définir le mandat du chef de l'État, qui doit être de 2 ans, non renouvelable. Donc, il n'y a pas possibilité de pouvoir rallonger le mandat. C'est ce que dit cet article. C'est pas moi qui le dis. C'est cet article qui le dit. Donc, le président n'a droit qu'à 2 mandats, pas plus. Pas plus. Alors, si cet article est touché, si cet article venait à être déverrouillé, et là, le débat va véritablement se corser. Mais il n'en a pas encore été le cas. Il n'y en a pas encore été. Il y a quand même une petite préoccupation, Adam, mais pourquoi est-ce que l'opposition, qu'est-ce qui explique la crainte de l'opposition? Le chef de l'État a affirmé, il a promis qu'il n'allait pas toucher l'article 220. Oui, bien sûr, je suis analyste, je ne suis pas ni un membre de la majorité, ni un membre de l'opposition. Je me pose cette question en tant qu'analyste. Je dirais ceci, l'opposition a raison. L'opposition a raison de tirer sur la sonnette d'alarme. Il faut tirer, c'est ça le rôle de l'opposition. L'opposition ne doit pas attendre. On a l'impression qu'ils n'ont même pas confiance en eux-mêmes, parce que la promesse a été dite, la promesse a été ferme. On a dit qu'on n'allait pas toucher à cet article. Pourquoi cette crainte? La raison est simple. Même au sein de cette chaîne de télévision, il y a les bonzes de la majorité qui passent au sein de cette chaîne de télévision pour soutenir le changement de la Constitution et pour affirmer que Joseph Kabila, l'actuel président, doit bénéficier d'un nouveau mandat. Les gens passent même au sein de cette chaîne. D'où la crainte de l'opposition, une crainte légitime quand on est opposant. Donc, l'opposition, ce n'est pas croiser les bras. L'opposition, on le voit même en France, c'est titiller la majorité. C'est embêter la majorité, c'est mettre des coups de poing au niveau... Oui, mais il faut titiller la majorité en étant unis. L'opposition, elle est divisée, Adam. C'est ça le problème. Il y a des partis qui se créent du jour au lendemain et des partis qui ne vont pas jusqu'au bout. Des partis qui n'ont pas d'idéologie. Il y a un proverbe qui dit, lorsqu'on est divisé, on est faible. Plus qu'on est unis, plus qu'on devient plus fort. C'est ça, malheureusement, avec notre opposition. On a même du mal à savoir aujourd'hui qui est opposant et qui ne l'est pas. Qui est avec le peuple et qui n'est pas avec le peuple. Qui est sincère et qui ne l'est pas. Qui est honnête et qui ne l'est pas non plus. Donc, on a du mal à situer les gens. L'opposition, aujourd'hui, est totalement divisée. Il y a des gens qui, au sein de l'opposition, s'attellent à s'affronter, qui s'attellent à mener une guerre aux autres. Donc, pour ces personnes-là, la guerre, c'est au niveau des positionnements. On crée une plateforme, on ne veut pas que tel autre individu puisse être membre de cette plateforme, ou on veut se mettre en vedette, passer à la télévision, faire des rapports tout le temps, et être une sorte de star au sein de la majorité. C'est ce qui tue l'opposition. Or, le vrai combat, c'est pas là. Le vrai combat, c'est le combat des libertés. Le vrai combat, c'est le combat du développement de ce pays. Le vrai combat, c'est un combat qui est un combat loyal, hein, un combat sans arrière-pensée, un véritable combat, au sens le plus noble du terme. Mais ça, au sein de l'opposition, on ne le voit pas. C'est la guerre de positionnement et la majorité en profite. L'actuelle constitution, justement, Adam, a été rédigée et promulguée par le chef de l'État, je crois, en février 2005. Et là, c'était dans un contexte quand même de guerre. Aujourd'hui, la RDC a retrouvé la paix. Ne pensez-vous pas que cette constitution doit être changée? Lorsque j'entends ce discours, je bondis. Nous sommes des journalistes. Nous avons des enregistrements. Lorsque cette constitution a été publiée, il y a eu des déclarations des personnalités de la majorité qui étaient contents, je me rappelle, il y a des images, il y a des déclarations, qui étaient contents d'avoir cette constitution. Et ces personnes ont dit en ce moment-là que jamais la RDC n'avait eu une constitution aussi magnifique, une constitution aussi parfaite. L'opposition l'avait rejetée. Et aujourd'hui, l'opposition avait rejeté cette constitution. Oui, oui, laissez-moi continuer. Mais la majorité avait soutenu cette constitution. Et parmi les législateurs, les gens qui ont rédigé cette constitution, mais la majorité était très bien placée et très bien représentée sur le plan des effectifs, du nombre, des chiffres. C'est pour dire que lorsqu'on dit que la constitution d'aujourd'hui ne s'adapte plus à la réalité, mais quelle réalité? Je me pose la question, quel contexte ne s'adapte le contexte? Ça, c'est des faux fuyants. Moi, je crois
Non, on est dans un contexte de guerre et maintenant on est dans un contexte de paix. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas une constitution pour la guerre et une constitution pour pas la guerre. Celle de 2005 qui a été rédigée par rapport à ce contexte de guerre à Danchini. Au sein même de cette constitution, il y a des articles au sein de cette constitution qui édictent des comportements adoptés en cas de guerre. Il y en a au sein de cette constitution. Donc, aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas rédiger une constitution avant les attaques du World Trade Center et après les attaques du World Trade Center, changer de constitution parce que le contexte a changé, parce que maintenant on combat Al-Qaïda et les Ben Laden et tout ça. Non, la constitution reste intangible, c'est la loi fondamentale. Au sein de cette constitution, ce débat, lorsqu'on dit que le contexte ne s'adapte pas, c'est un faux débat. Pourquoi? Vous avez plus de 70% des articles de la constitution qui peuvent être touchés. Plus de 70% des articles. Et les articles qu'on ne doit pas toucher ne sont pas plus de 10%. Il n'y en a pas beaucoup. Alors pourquoi on dit que cette constitution ne s'adapte pas à la réalité? S'il y a des articles qui peuvent faire l'objet de retouches, il y en a tellement. Retouchons les articles retouchables, changeables. Laissons les articles qui ne doivent pas être retouchés. C'est aussi simple que ça. Ce qui dérange, c'est l'article 220. C'est ce qui dérange. Vous avez été... dont la majorité a promis de ne pas toucher. Vous avez été vous-même au front. Vous avez rédigé cette constitution. Et vous revenez pour dire il faudrait commencer à changer les choses parce que le contexte a changé. Ça, on commence à se poser des questions. Voilà. Voilà, l'opposition plaide pour un calendrier consensuel de la CENI. Entre-temps, Malou Malou tient mordicus à suivre sa feuille de route. Est-ce que c'est un climat qui peut entrevoir des bonnes échéances électorales de 2016? Écoutez, mais ça saute aux yeux. On va droit dans le mur. La majorité ne peut pas à elle seule faire les élections. La CENI ne peut pas dire, bon, moi je vais aux élections sans la majorité. Elle ne peut pas non plus dire je vais aux élections sans l'opposition. Donc il faudrait un consensus. Le consensus, c'est le pilier lorsqu'on organise les élections. Vous ne pouvez pas tout seul organiser les élections. L'opposition et la majorité sont obligés, je dis bien obligés, de s'entendre. C'est comme un homme et une femme au sein d'une maison. Vous êtes obligés de vous entendre pour que le ménage puisse aller de l'avant. L'opposition, des alliances qui se font, ils finiront. Nous avons vu avec l'opposition républicaine qui a été... Ils finiront par s'entendre. Il faudrait que, soit au niveau de la majorité, on met un peu de l'eau dans le vin, soit au niveau de l'opposition, on fait de même pour trouver intérêt d'entendre. Parce que, au moment où nous parlons, c'est le désordre total, c'est l'embrouille totale. On ne sait plus où on va. On va droit dans le mur, comme je l'ai dit. Moi, je sais où on va. On va droit dans le mur. Et ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est qu'il y ait un consensus. Il faut qu'on s'entende. Pourquoi on ne doit pas organiser un scrutin avec toutes les étapes prévues par la Constitution présidentielle, municipale, sénatoriale, etc. Pourquoi? Il faut qu'on se mette autour d'une table et commencer à parler les uns les autres. Il y a un problème de budget aussi, Adam. Oui, on parle d'un problème de budget, c'est vrai, mais d'un côté, vous avez les partenaires qui disent organiser les élections de manière intégrale, de manière générale, et nous allons vous soutenir. Mais là encore, vous avez la communauté internationale qui propose, vous avez la communauté internationale qui promet et qui ne réalise pas. On l'a vu en 2011, raison pour laquelle les élections ont été organisées à tour unique. On l'a vu, il n'y a pas eu 2 tours de présidentielle. Pourquoi? Ça manquait d'argent. C'est un problème d'honnêteté aussi au niveau de la communauté internationale. C'est bien beau, je termine par là, de taper sur les doigts du Congo, sur les doigts des autorités de la RD Congo pour dire organiser toutes les élections générales. Mais il y a un problème d'argent. La RDC n'est pas le Gabon, la RDC n'est pas la Guinée équatoriale. Nous avons un pays aux dimensions continentales. C'est un sous-continent ce pays. Organiser des élections RDC, ça demande des milliards, beaucoup d'argent. Alors là, il faudrait que la communauté internationale puisse nous aider, puisqu'elle nous tape sur les doigts, nous aider, mettre vraiment les moyens pour qu'on puisse organiser les élections en bonne et due forme. Alors, je pense que je veux vous libérer parce que tout à l'heure, les téléspectateurs vous attendent pour la grande édition du journal télévisé. Ouais. Le temps pour moi de demander à la régie de m'envoyer une toute petite transition. Merci beaucoup. Et vous vous déplacez. Je reçois mon invité qui va nous parler du recensement. Avec lui, on peut recenser la population en une journée. Transition à la régie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à travers le monde sur YouTube et sur sangoyacongo.com. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, vous l'exprimez à travers vos sondages.
Merci de nous suivre partout dans le monde à travers surtout le site internet sangoyakongo.com. Bienvenue sur la télé démocratique.